Merci, Monsieur le Président. Donc, chers collègues, Monsieur le député, Mesdames et Messieurs, bonjour. On m'a chargé donc de faire une intervention autour donc, de la politique moyen-orientale de l'Arabie Saoudite. Comprenez bien qu'on a un quart d'heure de temps, donc ça va être une gymnastique un petit peu intellectuelle très forte. Je vais essayer en tous les cas donc, de m'y atteler en me donnant donc, quelques pistes donc, de réflexion sur lesquelles on reviendra bien évidemment lors des débats et des questions-réponses. L'Arabie Saoudite, puis aujourd'hui, chacun le sait, est passée d'une politique extérieure plus prudente, dans un laps de temps, à une politique, disons plus belliqueuse, donc, et d'intervention quasi massivement dans les conflits régionaux, donc, notamment au Yémen, en Irak, en Syrie, au Liban, ce qu'on appelle désormais donc, les guerres dites de procuration. Je vais tenter, avec le peu de temps donc, que j'ai, donc, de faire un tour d'horizon avec vous, autour, bien évidemment, de focus donc, précis sur l'Irak et sur donc, le Qatar. Et je terminerai, bien évidemment, avec l'analyse du rapprochement turco-saoudien et ce qu'il révèle en termes d'intérêts partagés et de risques. Alors, pour l'Irak, la politique saoudienne, quelques-uns la résument, donc y compris moi, j'en prends bien évidemment donc, la responsabilité de ce que je dis, l'assume comme étant une politique dite de vengeance. Notamment quand on considère que l'Irak aujourd'hui cristallise, donc à lui seul, la rivalité sunnite-chiite dans la région, et de par le nombre bien évidemment important, majoritaire, donc de chiites, donc irakiens, et le fait que ces derniers se sont fait propulser à la tête de l'État irakien, donc premier groupe chiite à avoir donc obtenu le pouvoir dans cette région du monde. Les relations entre les deux pays ont été constamment difficiles, ils le sont toujours d'ailleurs parce qu'ils sont toujours considérés comme des conquérants notables. Cette rivalité va s'amplifier donc sous Saddam Hussein, mais même après, et à la faveur donc, de l'intervention américaine donc, en Irak en 2003, donc là, cette rivalité va atteindre un summum. En effet, donc, les Iraniens considérant que cette intervention n'a fait qu'ouvrir l'Irak aux appétits et à l'influence iranienne dans ce pays. Cette rivalité prendra plus d'importance en 2014, après la signature donc, de ce traité quasi historique entre l'Iran et donc, les États-Unis et les Occidentaux, qui a durablement, espérons-le en tous les cas, mais donc, de côté donc, la difficulté inconcevable en tous les cas par les Américains et pour les Occidentaux, donc du maintien d'une quelconque capacité iranienne en matière d'enrichissement du nucléaire. Donc cet accord va permettre effectivement là aussi, en tous les cas pour les Saoudiens, l'ont interprété comme étant une possibilité laissée pour les Iraniens d'avoir donc là aussi des partenariats très importants, d'élargir justement ces partenariats à des pays occidentaux. Et donc du coup, les Saoudiens considéraient, à tort ou à raison, que cet accord va les affaiblir davantage et affaiblir davantage leur capacité donc, de mainmise, notamment sur l'Irak. Je rappelle que cette dégradation entre les deux pays a atteint un degré quand même culminant avec la politique menée par l'ex-premier ministre irakien, M. Al-Maliki, qui a été jusqu'à accuser publiquement le royaume saoudien de soutenir le terrorisme islamiste en Irak et en Syrie. Certes, il y a eu quelques apaisements, notamment après l'arrivée au pouvoir du nouveau président irakien, Fouad Masmoud, qui a effectué d'ailleurs en 2014 une visite importante, historique, effectivement, en Arabie Saoudite. Cependant, les tensions, à mon sens, restent très vives entre les deux pays. À la question de savoir comment pourrait évoluer la situation pour le royaume saoudien et pour l'Irak, je vous avoue qu'il n'est guère facile d'apporter une réponse, ne serait-ce qu'un début de réponse à cette question. Juste ce que je peux dire, en tous les cas pour ma part, que les Saoudiens jouent aujourd'hui un jeu un peu dangereux dans cette région,
car en soutenant la frange notamment radicale de l'État islamique, ce jeu pourrait un jour se retourner contre eux. Je pense également que la situation donc intérieure en Arabie Saoudite est aujourd'hui pour le moins difficile, et que le statu quo instauré par les Al Saoud se trouve quelque peu aujourd'hui vacillé, et que pour diverses raisons, notamment internes, notamment socio-économiques, l'Arabie Saoudite n'a peut-être plus les moyens donc d'assurer, en tous les cas, de maintenir une mainmise donc, sur le peuple saoudien. Je rappelle que donc les revendications sont de plus en plus importantes et les risques de mobilisation sociale, là aussi, sont de plus en plus aiguisés. Et je n'en suis pas sûr que la seule politique, justement, de redistribution de la manne pétrolière pour le rachat de la paix sociale, donc, à elle seule pourrait contenir, justement, ces mobilisations accrues. Ce qui est à craindre, à mon sens, c'est que on en assiste à une montée donc de tensions confessionnelles donc, dans cette région, et c'est ce qui sera là aussi totalement bénéfique à l'État islamique, qui cherchera plutôt certainement à surmonter donc, ces défaites récentes en Syrie et en Irak, en ravivant tout simplement la mèche, comme ils le savent très bien, très bien, en ravivant la mèche et la discorde confessionnelle par des attaques armées, ciblées et meurtrières. En ce qui est donc des relations avec le Qatar, ne se trompons pas, donc la relation entre les deux pays se caractérise par une compétition à la fois féroce, en dépit de quelques ressemblances, sans doute trompeuses. Les relations entre les deux pays ont connu certainement un certain apaisement, mais également quelques rebondissements et quelques ruptures depuis l'indépendance de l'Émirat en 1971, et qui ont atteint un point élevé depuis l'accession sur le trône qatari de l'émir du Qatar, Ahmed Ben Khalifa Al Thani, qui a abdiqué, vous le savez, en 2013, donc pour transmettre le pouvoir à son fils Tamim. Depuis, les relations entre les deux pays sont marquées, donc là aussi, par une concurrence géopolitique et religieuse, au point que certains politologues arabes ont déjà avancé ou parlé de la guerre froide du Golfe. C'est peut-être un peu exagéré, mais ça en dit long effectivement sur cette compétition, cette rivalité qui caractérise aujourd'hui donc les politiques étrangères des deux pays. Vu de loin, ces deux pays ont davantage de points communs que de divergences. Après tout, ce sont deux monarchies sunnites, deux rentes pétrolières, deux régimes religieux, deux pays ayant la même idéologie religieuse, à savoir le wahhabisme. Bref, deux pays qui n'en font qu'un. C'est totalement faux. À voir de près, ce ne sont que des clichés. Non seulement les différences existent, mais sont même de temps en temps et par moments très divergentes, depuis que les Émirats a décidé d'exister sur l'échiquier régional et par conséquent de rivaliser constamment et durablement avec l'Arabie Saoudite. En effet, en décidant de passer d'un statut de pétromonarchie insignifiante à celui d'un acteur important sur la scène régionale et internationale, le Qatar défie donc l'Arabie Saoudite d'une manière constante. Que ce soit au Yémen, en Irak ou alors en Syrie, la politique étrangère de l'Émirat qatari semble s'inscrire dans une opposition quasi systématique en cherchant à contrecarrer la stratégie saoudienne, notamment en matière de contrôle du leadership religieux. Cette rivalité va se prolonger jusqu'à l'avènement du printemps arabe. Ce sera l'occasion d'un nouvel affrontement. L'Arabie Saoudite tentera de soutenir les pouvoirs en place et décidera d'accueillir sur son sol un certain nombre de dictateurs, notamment le Tunisien et sa famille, alors que, en même temps, le Qatar apportera donc son soutien, ou a apporté son soutien financier et politique aux frères musulmans, que ce soit en Tunisie, en Libye ou encore en Égypte. Pour faire plus court, les Qataris opteront pour le soutien des frères musulmans. C'est ainsi que le Qatar accueille donc le leader, notamment le grand savant musulman Youssef El-Qaradawi, alors que Riyad n'a pas hésité à classer justement les frères musulmans comme étant mouvement terroriste. Pendant que le Qatar soutient les frères musulmans, donc l'Arabie Saoudite a opté pour le soutien de l'armée, notamment c'est le cas d'Égypte également. Le cas le plus édifiant reste donc l'Égypte, où elle a soutenu à la fois le général Sisi et le parti salafiste d'Al-Nour,
c'est un parti effectivement d'obédience salafiste égyptien, et qui milite notamment pour le maintien donc, dans la constitution égyptienne de l'article 2 et 219 donc, relatif à la place de la charia donc, dans le droit égyptien. Doha a même gratifié donc, les frères musulmans d'une aide donc, financière assez importante. Il a été jusqu'à dénoncer le coup d'État contre l'ex-président Morsi. Cette rivalité trouve son expression dans l'approche très différente que chaque pays donc, a de l'islam politique. Le Qatar a une approche, ça peut peut-être donc faire étonner quelques-uns, mais c'est le cas, en tous les cas je le pense fermement, le Qatar a une approche moins rigoriste donc, de l'islam que celui qui domine en Arabie Saoudite. Ce qui explique d'ailleurs le rapprochement du Qatar des frères musulmans, notamment turcs, car Doha les considère comme porteurs d'un islam alternatif à l'islam salafiste djihadiste saoudien. Doha a même été plus loin en tirant une conclusion certes un peu hâtive, rapide, selon laquelle les frères musulmans devenaient, à la faveur des révolutions arabes, l'épicentre de la nouvelle donne politique de certains pays arabes. Et que le Qatar compte bien voir développer justement donc, cette tendance dans d'autres pays arabes au moyen de soutien financier et politique, dans une logique bien évidemment de gagnant-gagnant et d'objectifs mutuels. Ce semble en tous les cas mal parti en Syrie, mais surtout en Égypte, puisque le coup d'État du général Sisi a éloigné, probablement pour longtemps, l'influence des frères musulmans du pouvoir égyptien. Le nouvel cheikh d'ailleurs, émir Tamim, ne s'est pas trompé, il a compris lui-même, puisqu'il a décidé de prendre ses distances avec les frères musulmans, comme en témoigne l'expulsion du savant musulman El Qaradawi, donc en exil à Doha. Je dois dire que l'Arabie Saoudite, dans cette affaire, a probablement marqué quelques points sur le Qatar. Il semble même aujourd'hui prête à financer le pouvoir égyptien en Égypte, donnant ainsi le pion à leurs alliés américains. Le Qatar est aujourd'hui, à mon sens, dans une phase de questionnement. Doha a misé beaucoup d'argent sur les frères musulmans et il n'en a pas les résultats escomptés. Et par-dessus le marché, il ne peut pas rivaliser durablement et soutenir l'effort durablement face à l'Arabie Saoudite. Donc la question posée aujourd'hui est la suivante pour le Qatar. Est-ce que l'Émirat va reprendre pied en cherchant toujours à avoir une position très distinguée de ses collègues du CCG, ou au contraire, le Qatar pourrait peut-être revenir à ce qu'il sait faire de mieux. Il a montré d'ailleurs de par le passé sa capacité, sa vitalité de pied de médiation. Donc rien n'est moins sûr. Donc le temps, certainement, nous le dira. J'en termine avec la position, les relations turco-saoudiennes, pour vous dire que la Turquie, l'Arabie Saoudite, n'oublie pas, ou considère qu'aujourd'hui, l'importance de la Turquie est une importance de plus en plus grandissante. Il semble que se dessine aujourd'hui entre l'Arabie Saoudite et la Turquie une équation, sorte de deal entre les deux pays, en vue de former une alliance anti-chiite dans la région. Les Saoudiens voulaient mettre à leur profit l'engagement de la très grande population sunnite turque, mais aussi la place de puissance régionale de la Turquie, un État cofondateur du Conseil de l'Europe en 1949, un État membre important de l'OTAN, et par-dessus le marché, un État candidat aujourd'hui à l'adhésion à l'Union européenne. Donc cette alliance que cherche à construire l'Arabie Saoudite avec la Turquie semble quelque peu rationnelle. Si l'on regarde de près, elle est faite de concessions mutuelles et d'imbrication d'objectifs communs. D'un côté, les Saoudiens ont compris que le royaume ne peut plus agir en solo pour résoudre des problèmes, notamment ceux qui la touchent directement. Elle serait peut-être en train de tirer les enseignements de la politique iranienne d'occupation de l'espace, par le biais de ses agents en Irak, en Syrie ou encore au Liban, ce qui lui a permis d'ailleurs de prendre de l'avance sur l'Arabie Saoudite dans cette guerre de rivalité géopolitique et confessionnelle entre les deux pays. Le royaume serait même probablement en train de reconsidérer
sa position en estimant que le principal danger ne serait plus les frères musulmans, mais l'Iran, ce qui pourrait amener l'Arabie saoudite à réviser ses rapports avec donc l'axe Qatar-Turquie, qui semble lui par contre très solide. Il apparaît toutefois que cette alliance anti-chiite, qui guiderait donc les nouvelles relations turco-saoudiennes, n'est pas sans poser quelques interrogations ou quelques questions. L'Arabie saoudite peut-elle réaliser cette alliance anti-chiite avec la Turquie au prix de perdre un allié stratégique, en l'occurrence l'Égypte, tant que la Turquie n'a pas donné des garanties sérieuses de changement total vis-à-vis de l'Égypte et du général El-Sisi. Inversement, jusqu'où pourrait aller la Turquie dans une alliance anti-chiite souhaitée par l'Arabie saoudite, sans se trouver à un moment donné sur un chemin glissant, quand on sait que les deux pays sont avant tout voisins, que l'Iran et la Turquie partagent une frontière commune incontestée depuis 1639, sans parler du fait que la constitution de ce front anti-chiite vient en contradiction avec un des principes de la politique étrangère turque, qui dit donc, je cite, « Paix chez soi, paix dans le monde », dont l'État turc en a même fait sa devise. La Turquie pourrait-elle compromettre une paix durable avec l'Iran sans en prendre des risques incalculés? C'est la question qui nous est posée. Ce qui est certain, c'est que la fin du pouvoir de la confrérie en Égypte a servi de test de grande nature, que la Turquie, visiblement, n'a pas changé de position depuis, mieux encore. Elle n'a eu de cesse de critiquer le président El-Sisi, et le président turc Erdogan a été jusqu'à déclarer, donc je cite, qu'il n'y a aucune différence entre les chefs de l'armée Abdel Fattah El-Sisi et Bachar el-Assad. C'est dire combien la Turquie compte sur ses positions. En conclusion, je dois dire que de par l'analyse, certes rapide, de toutes ces situations complexes et les antagonismes qu'elles suscitent, on peut hélas s'attendre effectivement à une escalade donc de conflits par procuration dans une région poudrière par excellence. Il y a un moment où le Moyen-Orient connaît ses crises les plus aiguës. J'espère en tous les cas me tromper. Merci.